Ce podcast est réalisé avec le soutien du Centre pour la cybersécurité Belgique. Voici Z sur 7, votre podcast quotidien. Aujourd'hui, nous sommes le 19 décembre et votre podcast du jour est animé par Béatrice Marlier. Bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer, en tant qu'auditeur, votre opinion compte. C'est pour cela que nous souhaitons recueillir votre avis sur le podcast Z sur 7. Accédez à l'enquête via le lien dans le texte accompagnant cet épisode et aidez-nous à améliorer le contenu à partir de 2025 pour qu'il corresponde encore mieux à vos attentes. Déjà un tout grand merci. Les loyers des cotes étudiants ont flambé de 20% en seulement 4 ans. Une réalité difficile à vivre pour de nombreux étudiants, comme l'explique Dylan Kranenbroek, conseiller chez Stadim, une entreprise spécialisée dans la valorisation immobilière. On voit une augmentation de 20% qui est principalement due à l'inflation. L'impact de l'IA sur l'emploi est colossal. 400 000 postes à risque et une grande vague de reconversion, un phénomène notamment observé par Joël Poilvache, directeur régional chez Robert Half. Plus de 60% sont également prêts à investir dans ces formations et leur carrière pour se recycler au cas où leur emploi viendrait à être mis en question par l'intelligence artificielle. Des pensionnés de retour au travail, Nissan et Honda qui annoncent une volonté de consolider ensemble et les opportunités d'investissement dans le nouveau numéro du Trends Tendance. Restez bien à l'écoute. Z sur 7 à la une. Habiter dans un cote étudiant est désormais un luxe. En seulement 4 ans, les loyers ont augmenté de 20%, atteignant aujourd'hui une moyenne de 575 € par mois pour un cote classique. Une réalité difficile à supporter pour de nombreux étudiants, comme le souligne Dylan Kranenbroek, conseiller chez Stadim, une entreprise spécialisée dans la valorisation immobilière. On voit une augmentation de 20% qui est principalement due à l'inflation. Aussi la pénurie, donc on n'a pas assez de cotes en Belgique. Et enfin, on voit de plus en plus de chambres avec des salles de bain individuelles et des studios, là où avant c'était plutôt des salles de bain communes. Et donc, comme ils sont en moyenne plus chers, ça vient aussi augmenter le prix moyen des cotes en Belgique. Capitale étudiante par excellence, Bruxelles ressent intensément cette pression. Autre phénomène récent, un nombre croissant de propriétaires fixent des charges énergétiques incluses dans le loyer. Comme on dit, l'étudiant est un locataire qui n'est pas éduqué à la location. Ça veut dire que les propriétaires, en mettant des coûts fixes, vont aussi pouvoir monitorer un peu plus les variations de l'énergie et ne pas se retrouver en fait avec un locataire qui a une facture qu'il ne va pas savoir payer, qui va être aussi un risque pour le propriétaire. Bien que les investisseurs aient des profits variés, l'opportunité ne fait aucun doute. La location de cotes pour étudiants est très lucrative. En Belgique, on estime qu'il manque actuellement plus de 50 000 logements étudiants. D'ici 2030, il faudrait construire 95 000 cotes supplémentaires pour combler la demande. Z sur 7 à la une. L'intelligence artificielle bouleverse le monde professionnel. D'après Google, environ 400 000 postes pourraient changer ou disparaître dans les 10 prochaines années. Cette transformation pousse de nombreux salariés à se former ou à se reconvertir, selon le cabinet Robert Half. Joël Poilvache, directeur régional chez Robert Half. Plus de 50% des entreprises prévoient de donner des formations complémentaires à leurs employés pour effectivement leur permettre de passer ce cap de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et la plupart des employés, plus de 60%, sont également prêts à investir dans ces formations et leur carrière pour se recycler au cas où leur emploi viendrait à être mis en question par l'intelligence artificielle. La vitesse à laquelle l'IA progresse rend difficile l'identification des postes les plus touchés, mais savoir utiliser ces outils sera indispensable que l'on change de carrière ou non. Diederik Legrain, expert IA en entreprise. Il y a vraiment une nouvelle catégorie de personnes ressources dans les entreprises qui seront des espèces d'AI champions, des gens qui savent utiliser l'IA dans toutes sortes de circonstances. Ces personnes-là deviendront de plus en plus mobiles dans les entreprises. Elles pourront passer d'un secteur à l'autre et s'adapter sans problème et faire gagner leurs collègues ou leur département ou leur service en gain de productivité, en gain de qualité, quel que soit le secteur pour lequel ils travaillent. Il sera difficile à terme pour les employés de ne pas ressentir l'influence de l'IA.
Il est donc crucial de l'adopter comme une opportunité plutôt qu'un risque. Je n'ai pas peur que l'IA soit plus intelligente que moi ou plus compétente que moi parce qu'elle m'aide à atteindre des objectifs que je n'aurais pas atteints auparavant ou à acquérir des compétences que je n'avais pas jusqu'il y a peu. Ça, c'est vraiment la bonne manière, je pense, d'embrasser l'avenir de l'intelligence artificielle. Recommandation clé pour les entreprises. Adopter dès que possible l'IA, car maîtriser cette technologie aura un impact aussi important sur le marché de l'emploi que les compétences informatiques. Z sur 7 à la une. Tout juste retraité, mais déjà de retour au travail. Cette contradiction illustre une réalité en Belgique. Parmi les 2,5 millions de pensionnés, environ 1 sur 10 reprend une activité, selon StatBel, en raison de l'allongement de l'espérance de vie. Pierre de Volder, professeur de financement des pensions à l'UC Louvain. Aujourd'hui, à 60, 61, 62, 65 ans, notre état de santé est probablement bien meilleur qu'il y a 40, 50 ans. On est toujours avec un âge de retraite du passé, et donc un certain nombre de nos concitoyens sont en forme, et c'est très bien, sont en pleine forme, je dirais, quand ils arrivent à la retraite, et donc peut-être qu'ils n'imaginent pas d'arrêter totalement toute activité. Pour ces retraités qui continuent à travailler, le facteur déterminant est le plaisir de rester productif. Les considérations financières et la volonté de conserver des contacts sociaux suivent en importance. La levée du plafond des rémunérations a visiblement encouragé un plus grand nombre de retraités à demeurer actifs. Dans le passé, quand vous étiez retraité, vous ne pouviez pas travailler pour plus qu'un certain montant. Donc ces dernières années, il y a eu toute une série de mesures qui ont conduit en fait à supprimer des limites de rémunération. Du côté des agences d'intérim, on observe une augmentation des inscriptions des personnes de plus de 65 ans, avec 10 000 inscriptions supplémentaires par rapport à 2023. Certaines initiatives, telles que YakaJob, une plateforme dédiée aux retraités, ont également vu le jour. Ce modèle a rapidement pris de l'ampleur, avec une forte demande qui dépasse maintenant les frontières. Boubacar Almi, CEO de YakaJob. Les entreprises peuvent poster leurs demandes sur la plateforme donc yakajob.com, et aussi les retraités peuvent aussi s'inscrire, poser leur CV, et nous on fait le lien entre les deux. On est presque à 600 inscrits, on est presque à 75% belges et le reste étranger, la Suisse, l'Angleterre, la France surtout. Cette situation dépasse donc le cadre belge. Taxé de la même manière que n'importe quel travailleur, le pensionné ne peut pas cotiser pour améliorer sa pension, ce qui engendre une difficulté. Pierre de Volder, professeur de financement des pensions à l'UC Louvain à nouveau. C'est la raison pour laquelle on considère, nous, qu'il serait beaucoup plus intéressant d'avoir des systèmes de pension partiels dans lesquels on pourrait mixer un statut de retraité et un statut de travailleur, continuer à cotiser pour pouvoir créer de nouveaux droits de pension. En Belgique, le montant total des pensions est estimé à 60 milliards, soit 11% du PIB. Si la politique en place ne subit pas de changement, cette proportion pourrait atteindre 14% du PIB d'ici 2070. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Chaque jour, un expert boursier vient analyser le cours des marchés. Aujourd'hui, Jérôme van der Bruggen, analyste pour Degroof Petercam, vient nous détailler la séance boursière actuelle. En ce qui concerne le secteur automobile, nous prenons la direction de l'Asie. Nissan et Honda nous annoncent une volonté de consolider ensemble. L'annonce qu'ils ont en tout cas envie de se rapprocher, même si pour l'instant il y a peu de détails, ce n'est qu'une annonce d'une intention, qui pourrait mener vers plusieurs options, soit une fusion totale, soit un vrai rachat de l'un par l'autre. On parle même d'une holding qui chapeauterait ces deux entreprises et qui faciliterait les échanges. On aurait donc deux gros constructeurs qui se mettraient ensemble. Les cours de bourse n'ont pas nécessairement bougé à cause de cette annonce, mais Nissan a progressé dans la séance de Tokyo ce matin parce que Foxconn, qui, je vous le rappelle, est le sous-traitant de Apple, fabrique tous les composants dans Apple, dont des composants aussi pour des moteurs de voitures électriques, a annoncé son intention, lui, de prendre une participation dans Nissan. Par ailleurs, on sait que Renault a une participation aussi dans Nissan. Stellantis, en marge d'un meeting à Rome, a annoncé qu'il n'était pas intéressé dans Renault. Donc, ça commence à bouger dans ce secteur. Mais on pourrait alors se demander
Pourquoi maintenant ? On sait que pour l'instant, les ventes de voitures électriques déçoivent. On sait qu'il y a une question de prix. Et quand le prix est un problème pour le consommateur, les constructeurs sont invités à réfléchir à leur chaîne de production, à leur structure de coûts et à optimiser leur appareil productif. Et quand on parle d'optimisation de l'appareil productif, forcément, lorsqu'on a de très gros acteurs, on parle de rapprochement et de synergie potentielle entre les différents acteurs. D'où ce type de rumeurs qui commencent à réarriver sur les marchés. Il n'y a pas eu une grande réaction sur les marchés à l'annonce de cette nouvelle. Mais si nous nous intéressons aux différents constructeurs, on pourrait se dire qu'ils ne sont pas tous logés à la même enseigne. Boursièrement, je pense que ça vaut la peine d'examiner ce secteur de plus près. Vous avez un secteur qui pèse en bourse à peu près 1500 milliards de dollars. Mais dans ces 1500 milliards de dollars, il faut séparer deux univers complètement différents. Vous avez d'abord Tesla, qui sur les 1500 représente 1000 milliards. Et le reste, c'est des constructeurs, représentent donc un tiers de tout le reste. On voit bien que Tesla a une progression fulgurante, l'innovateur qui base son futur sur la voiture autonome surtout, et sur le logiciel qui rendra possible cette voiture autonome. Et puis le reste des constructeurs qui sont un peu dans la boue et qui tentent de sortir une voiture électrique qui tient la route, avec pour l'instant assez peu de création de valeur. L'annonce d'une éventuelle fusion entre Nissan et Honda pourrait alors changer les choses. Je pense qu'à la marge, optimiser son appareil productif, comme je le disais, donc si vous voulez utiliser une même plateforme pour avoir plusieurs marques qui sont construites sur la même plateforme, peut amener certaines synergies, des baisses de coûts, et éventuellement petit à petit rendre la voiture électrique de nouveau concurrentielle et peut-être par ça redémarrer la demande. Mais le gros innovateur, c'est Tesla, et le futur de la voiture électrique en fait, dépend un peu de la voiture autonome. Je pense que ce sera des baisses de coûts à la marge. À la une de Trends Tendance. Le magazine Trends Tendance mène l'enquête. Un journaliste en dévoile les coulisses. Et pour clore cet épisode, Cédric Boite, journaliste chez Trends Tendance, vient nous présenter le dossier Trends à paraître ce jeudi. Dans ce numéro, l'accent est mis sur votre argent et sur la meilleure manière d'investir. Et cette semaine, il est accompagné d'un supplément spécial pour tirer parti des incertitudes. Premièrement, la baisse des taux des banques centrales pourrait finalement avoir un impact positif sur les marchés. Oui, c'est clairement la bonne nouvelle pour les investisseurs. Globalement, la baisse des taux a un impact positif sur quasi l'ensemble des actifs, qu'il s'agisse des actions, des obligations, du private equity ou même du bitcoin, et ce qui s'explique avant tout par le fait que des taux plus bas sont aussi synonymes de coût du capital plus bas et aussi de rendement de référence plus bas. Et on peut dire que la seule exception à ce niveau, la principale exception, sont les produits d'épargne dont les rendements devraient malheureusement encore continuer à chuter au cours de l'année 2025. Deuxièmement, quand nous entendons baisse des taux, nous pouvons surtout avoir l'impression que cela est positif pour le marché obligataire. En effet, sur le marché obligataire, on peut dire qu'il y a une corrélation quasiment mécanique. Une baisse des taux est synonyme d'une hausse du cours des obligations, mais on parle alors des taux à moyen et long terme, des taux à moyen et long terme qui intègrent déjà les baisses de taux attendues par les banques centrales. Donc ce n'est que si les banques centrales baissent encore davantage leurs taux que ce qui est attendu, que les cours pourront monter. Et ce qui explique aussi que les spécialistes que nous avons interrogés sont plutôt prudents par rapport aux placements obligataires et surtout par rapport aux obligations de très longue durée. Troisièmement, selon les différents experts que vous avez interrogés, dans quoi investissons-nous en 2025 ? Selon eux, les principales opportunités se trouvent au niveau du marché des actions déjà et surtout dans le secteur financier qui devrait profiter d'une hausse de sa marge nette d'intérêt et aussi aux États-Unis d'une dérégulation attendue. Deuxième bénéficiaire dans la baisse des taux, c'est l'immobilier, ce qui est une bonne nouvelle donc pour le secteur des matériaux de construction et également pour les sociétés immobilières cotées qui pourraient retrouver un peu d'élan après quelques années difficiles. Dernièrement, à l'inverse de l'Europe, tout semble sourire à Wall Street. Mais alors, en 2025, allons-nous plutôt en Europe, aux États-Unis ou encore chez les deux ? C'est évidemment une question que beaucoup d'investisseurs se demandent, puisqu'au cours des 15 dernières années, les marchés européens ont sous-performé pendant 14 années. Ça commence à être long et malheureusement, il semble que 2025 continuera sur cette tendance, puisque les entreprises américaines vont bénéficier de baisses de fiscalité, également de la dérégulation promise par Donald Trump. Et à contrario, en Europe, on a toujours des secteurs industriels, notamment, qui souffrent de coûts énergétiques assez élevés. On le rappelle, ce dossier est à retrouver en intégralité dans le Trends Tendance. Merci
Merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à nous laisser vos critiques et suggestions. On se retrouve demain avec plus d'analyses sur l'actualité. En attendant, je vous laisse avec Fedra du Centre Cybersécurité Belgique afin de découvrir l'astuce pour améliorer la cybersécurité de votre société et d'en apprendre plus sur les fraudes à la facture. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Le Centre pour la cybersécurité Belgique. Œuvrons ensemble à un avenir plus sûr dans le domaine de la cybersécurité. Bienvenue à la Minute Cybersécurité. Je m'appelle Fedra. Aujourd'hui, je vais vous parler de la fraude à la facture. La fraude à la facture est une forme d'escroquerie dans laquelle les cybercriminels envoient de fausses factures qui ressemblent aux vraies factures de fournisseurs connus. L'objectif ? Amener votre entreprise à payer sur leur compte au lieu de celui du fournisseur. Supposons que le service comptable reçoive une facture semblant provenir d'un fournisseur de confiance et demandant l'utilisation d'un nouveau numéro de compte bancaire. Sans vérification, le paiement est effectué et l'argent va directement sur les comptes bancaires des criminels. Vous pouvez éviter la fraude à la facture en prenant les dispositions nécessaires. 1. Demandez toujours à la comptabilité de vérifier les nouveaux détails de paiement auprès du fournisseur. 2. Mettre en place une procédure d'approbation pour les paiements importants. 3. Veillez à ce que les employés sachent comment repérer les changements suspects dans les détails du compte. Vous trouverez plus d'informations sur notre site web @work.cfonweb.be. Le Centre pour la cybersécurité Belgique. Œuvrons ensemble à un avenir plus sûr dans le domaine de la cybersécurité.